voiture et un petit appartement. Puis, un mardi, elle m'a invité à dîner avec ses parents. J'ai accepté, curieux de voir comment il traiterait quelqu'un qu'il croyait insignifiant. Les sourires étaient polis, les questions étaient acerbes, puis, au milieu du repas, son père a fait glisser une enveloppe en cuir sur la table. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce dîner n'avait jamais vraiment été une question de famille. Le message est arrivé un mardi matin et j'ai tout de suite compris ce qu'il signifiait. J'avais 53 ans. J'étais marié à Margot depuis 23 ans et, pendant ce temps, j'avais appris à lire la température de son silence. Ce silence particulier, celui qui l'accompagnait lorsqu'elle fixait son téléphone pendant que son café refroidissait, signifiait que ses parents préparaient quelque chose. « Laisse-moi deviner », ai-je dit depuis notre table de cuisine dans le 20e arrondissement de Paris. « Ta mère. » Margot a levé les yeux, et l'expression de son visage l'a confirmé. Elle a fait glisser son téléphone sur la table en bois usé que nous avions acheté dans une brocante il y a 19 ans. Le message était bref, formel et d'une précision glaçante. Dîner, vendredi, 19h. Question familiale importante. Marc, quand mes parents deviennent aussi formels, c'est que quelqu'un va finir par souffrir, a dit doucement Margot. Elle n'avait pas tort. Béatrice Lefebvre ne faisait pas dans le décontracté. Chaque interaction était calculée. Chaque mot attendu. Une invitation à dîner par SMS au lieu d'un appel téléphonique, c'était une transaction commerciale, pas une réunion de famille. Nous irons, ai-je dit. Je veux voir ce qu'il complote. Ce que Margot ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir parce que j'avais passé les 18 derniers mois à bien veiller à ne pas lui dire, c'est que j'attendais ce moment, j'observais, je me préparais. J'avais vu la tension monter à travers les petites remarques lors des repas de Noël, dans la façon dont Pierre Lefebvre me regardait comme si j'étais un problème à résoudre. Dans la façon dont leur fille, Inès, avait commencé à me traiter comme un embarras plutôt que comme un père. Il pensait avoir le pouvoir dans cette relation. Il pensait que j'étais exactement ce que je paraissais être, un consultant en logistique de 53 ans qui conduisait une vieille Peugeot 308 de 7 ans et vivait dans un modeste 3 pièces dans un quartier où les paysagistes ne mettaient jamais les pieds. Ce qu'il ne savait pas, c'était ceci, il y a 27 ans, j'avais hérité de 500 000 € de mon grand-père. La plupart des gens auraient acheté une belle voiture ou pris des vacances coûteuses. J'ai acheté des actions dans une compagnie maritime en difficulté dirigée par un homme nommé Pierre Lefebvre, qui se noyait sous les dettes à cause de la crise du transport en Asie et ne pouvait obtenir de financement de quiconque ayant jeté un œil à ses comptes. J'avais étudié cette entreprise pendant des mois avant mon premier achat. Ses fondamentaux étaient solides, ses racines étaient rentables, il avait juste besoin de capitaux. Alors, j'ai commencé à acheter discrètement via des couches de sociétés écran et de trust offshore impossibles à tracer jusqu'à moi. En 3 ans, je possédais 15%. Au moment où j'ai rencontré Margot lors d'une vente aux enchères caritatives, j'en possédais 31%. À notre mariage, 42%. Aujourd'hui, je possédais 47% de la corporation Lefebvre Maritime et Logistique. Aux valorisations actuelles, ma position valait environ 14 milliards d'euros. Pierre Lefebvre travaillait pour moi. Il ne le savait tout simplement pas. Marc. La voix de Margot m'a ramené à la réalité. Elle m'observait avec ses yeux qui m'avaient accompagné à travers tous mes changements de carrière, la désapprobation sans fin de ses parents. Promets-moi que tu ne les laisseras pas t'intimider. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Je te promets qu'ils verront exactement qui je suis. Elle a serré mes doigts, me faisant confiance comme elle le faisait depuis 23 ans, comme elle l'avait fait quand je lui avais demandé de vivre modestement pour construire une vie sur quelque chose de plus que les apparences. Elle n'avait jamais posé de questions, jamais exigé d'explications. Vendredi apporterait la confrontation que je préparais, et cette fois, je ne resterai pas silencieux. Le vendredi est arrivé avec ce genre de soirée froide de novembre qui rend Paris impitoyable. J'ai conduit notre Peugeot à travers les boulevards alors que le crépuscule s'installait sur la ville, Margot silencieuse à côté de moi, sa main posée sur la console centrale. Nous avions fait ce trajet des dizaines de fois en 23 ans. Mais ce soir, c'était différent. C'était comme franchir une frontière vers un territoire ennemi. Les immeubles haussmanniens défilaient, les étudiants pressés par le froid, le désordre confortable de notre quartier où professeurs et artistes vivaient côte à côte avec des familles ouvrières. Puis nous sommes entrés dans Neuilly-sur-Seine, et le monde a changé. Les rues se sont élargies, les maisons sont devenues plus grandes,
nichée derrière des murs de pierre et des pelouses parfaites que même l'hiver ne pouvait ternir. C'était la vieille fortune, celle qui n'a pas besoin de s'annoncer parce que tout le monde sait déjà qu'elle est là. Le genre de fortune qui regardait ma Peugeot de 7 ans et y voyait un échec plutôt qu'un choix. La main de Margot s'est serrée sur la mienne alors que je tournais dans la rue de ses parents. Le domaine des Lefebvre s'étendait sur un terrain qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Même dans la lumière déclinante, cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Tout était colonne et symétrie, le genre de perfection architecturale qui disait « Nous comptons plus que vous ». Je me suis garé dans l'allée circulaire. Avant même que je puisse couper le moteur, la porte d'entrée s'est ouverte. C'est Françoise, la gouvernante, qui se tenait sur le seuil, pas Béatrice. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une transaction. Ils vont vraiment le faire, a chuchoté Margot. Laisse-les faire, ai-je répondu. Françoise nous a accueillis avec une courtoisie professionnelle, prenant nos manteaux sans croiser mon regard. Puis Pierre est apparu dans le hall, 72 ans, se tenant toujours comme un homme qui avait bâti des empires, ce qu'il pensait sans doute avoir fait. Marc. Sa poignée de main était conçue pour dominer, la prise trop ferme et maintenue trop longtemps. Margot, ma chérie. Béatrice a émergé du salon, 69 ans et élégante d'une manière qui demandait des heures d'entretien quotidien. Elle a offert une accolade à Margot, puis s'est tournée vers moi avec un baiser aérien qui a atterri quelque part près de ma joue sans contact réel. « C'est si gentil à vous d'être venu, a-t-elle dit, d'un ton suggérant que ce n'était tout sauf gentil. « Maman, papa, ils sont là. » La voix d'Inès est venue du fond de la maison, décontractée et blasée. Je l'ai trouvée dans le salon, 20 ans, faisant défiler son téléphone comme si nous ne valions pas la peine qu'elle lève les yeux. « Salut, ma puce, a dit doucement Margot. Oh, Inès a levé les yeux une demi-seconde. « Salut maman. »« Salut Marc. » Marc, prononcé comme si elle s'adressait à un étranger. Je me souvenais d'elle à 7 ans, me demandant pourquoi nous ne vivions pas dans une grande maison comme papy et mamie. J'avais essayé de lui expliquer les valeurs, de construire quelque chose de réel plutôt que d'impressionnant. Elle avait hoché la tête, mais même alors, je voyais qu'elle ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre. « On y va ?» Pierre a fait signe vers la salle à manger. La table était dressée pour 5. Les verres en cristal accrochaient la lumière du lustre. Des assiettes en porcelaine qui coûtaient probablement plus cher que notre loyer mensuel trônaient à chaque place, et la disposition des sièges me disait tout sur la façon dont la soirée allait se dérouler. Pierre en bout de table, Béatrice à sa droite, Inès à côté de sa grand-mère, déjà alignée. Margot et moi en face d'elle, physiquement séparés, en infériorité numérique, isolés. Nous avons pris place. Un moment plus tard, Françoise est apparue avec la première entrée. Alors qu'elle posait les assiettes, je sentais le piège se refermer. Ils avaient passé des jours à se préparer, mais ils n'avaient aucune idée de qui ils essayaient de capturer. Pierre a levé son verre de vin. Le cristal a capté la lumière alors qu'il souriait. « À la famille », a-t-il dit. Le mot sonnait comme une menace. La première entrée est passée avec ce genre de plaisanterie forcée qui précède une exécution. Pierre m'a interrogé sur mon travail avec la condescendance prudente d'un homme demandant à un enfant ce qu'il a fait à l'école. Béatrice a commenté la météo. Inès consultait son téléphone entre deux bouchées, ne contribuant à rien jusqu'à ce que sa grand-mère lui lance un regard suggérant que même le mépris exigeait un timing approprié. Le plat principal est arrivé, un poisson fin qui coûtait probablement plus cher au gramme que mon budget de course hebdomadaire. C'est là que Pierre a vraiment commencé. Nous venons de finaliser l'expansion de la nouvelle route maritime atlantique, a-t-il déclaré, coupant son poisson avec une précision chirurgicale. Un projet sur 10 ans, 2 milliards d'investissements. Il faut une réelle vision pour voir des opportunités pareilles. Il le disait comme s'il expliquait la physique quantique à quelqu'un qui aurait à peine terminé son collège. J'ai approuvé ce financement, ai-je pensé en le regardant jouer son rôle. Chaque euro venait de mes avoirs. Tu me fais un cours sur un projet que j'ai validé il y a 18 mois. Mais j'ai juste hoché la tête et dit, cela semble ambitieux. Les mots ont semblé le décevoir. Il voulait de l'engagement, peut-être une dispute. Au lieu de cela, je ne lui ai rien donné. Béatrice a repris le fil. Margot,
Ai-je mentionné que j'ai croisé Tristan de Montaigu la semaine dernière? Sa voix était légère, décontractée, comme les gens qui s'apprêtent à vous poignarder. Il s'en sort remarquablement bien. Il vient d'acheter un hôtel particulier près du parc Monceau. Une propriété absolument splendide. La fourchette de Margot s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Je suis heureuse de ma vie, maman. Bien sûr que tu le es, ma chérie. Le sourire de Béatrice aurait pu couper du verre. Je dis juste qu'il est intéressant de voir comment la vie tourne, n'est-ce pas? Les choix que nous faisons. De l'autre côté de la table, Inès a enfin levé les yeux de son téléphone. Grand-père m'a confié de vraies responsabilités maintenant, a-t-elle dit, et je ne savais pas si elle me parlait ou si elle parlait à travers moi. Je coordonne avec l'équipe logistique l'intégration du nouveau terminal. Un vrai travail, stratégique. C'est merveilleux, ma puce, a dit Margot, essayant de capter le regard de sa fille. Mais Inès me regardait maintenant, me regardait vraiment pour la première fois de la soirée. Certains d'entre nous construisent réellement des carrières, tu sais, on ne fait pas juste du conseil. Elle a prononcé le mot comme s'il s'agissait de quelque chose qu'elle avait trouvé sous sa chaussure. Inès. La voix de Margot était tranchante. J'ai reconnu le ton qu'elle utilisait lorsqu'elle me défendait devant sa famille pour la 1000e fois en 23 ans. Quoi? Je suis juste honnête. Inès s'est tournée vers sa mère. Tu ne regrettes jamais d'avoir fait des choix différents? Tu ne te demandes jamais à quoi ressemblerait la vie si tu avais épousé quelqu'un qui a de l'ambition? Le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Margot était devenu livide. C'est de ton père que tu parles. Inès a haussé les épaules. Elle a haussé les épaules comme si elle avait commenté la pluie au lieu d'insinuer que tout le mariage de sa mère était une erreur. Je suis resté parfaitement immobile, ce qui, je le voyais, les exaspérait plus que n'importe quelle réponse. Ils voulaient que je réagisse, que je me défende, que je prouve que leur opinion m'importait. Mais j'avais passé 23 ans à apprendre à lire cette famille. Ce soir n'était pas une question de conversation. C'était une question de positionnement. Ils encerclaient, testaient, préparaient quelque chose. Le dessert est passé. Françoise a débarrassé les assiettes avec une efficacité rodée. Pendant un moment, il y eut un silence, celui d'un souffle retenu. Puis Pierre s'est raclé la gorge et a cherché sous sa chaise. Quand sa main a émergé, elle tenait un porte-document en cuir qui allait tout changer. Le porte-document a atterri sur la table entre les verres de vin et le cristal avec un bruit sourd qui a fait taire la pièce. Pierre l'a fait glisser vers moi avec l'assurance d'un homme ayant conclu mille affaires. À l'intérieur, agrafé avec soin, se trouvait un accord de divorce à l'amiable. Épinglé sur le devant, un chèque de 350 000 €. Marc, a dit Pierre, s'adossant comme un juge sur le point de rendre son verdict. Je vais être direct. Tu as épousé quelqu'un au-dessus de ta condition. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Margot aurait pu avoir n'importe qui. Elle aurait pu avoir Tristan. Nous avons essayé d'accepter ce mariage. Margot s'est raidie à côté de moi. Béatrice s'est penchée en avant. Nous ne pouvons pas regarder notre fille se débattre financièrement à cause de ton orgueil. Cela règle tout. Ce chèque, a continué Pierre en tapotant dessus, représente plus que ce que tu gagnerais en 10 ans comme consultant. Signe l'accord, prends l'argent et tourne la page. Tu seras mieux ainsi, et Margot pourra reprendre une vie adaptée à son milieu. Le silence pesait sur mes oreilles. Margot s'est levée si vite que sa chaise a grincé sur le sol. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas acheter les gens. Margot, assieds-toi, a dit Pierre, d'une voix lourde de décennies de commandement. Les adultes parlent. J'ai 48 ans, papa. Sa voix a craqué. Mon mari est juste ici pendant que vous essayez de. Il ne la regardait plus. Il me regardait, certain d'avoir déjà gagné. Puis Inès a pris la parole. Maman. Sa voix était calme. Grand-mère a raison. Tu mérites mieux. Margot s'est tournée vers notre fille, l'incrédulité luttant contre l'espoir. Inès. Papa, sois honnête. Inès a croisé mon regard. 20 ans et sûre d'elle. Tu freines maman. Vous vivez dans un appartement minuscule. Tu conduis cette voiture embarrassante.
Tout le monde sait que tu n'es pas assez bien pour elle. Elle le disait comme une simple vérité. Prends l'argent et pars, a-t-elle ajouté. Tu rendrais service à tout le monde. Inès, a crié Margot. C'est ton père. Inès s'est tournée vers sa mère, presque doucement. Maman, tu pourrais être avec quelqu'un comme Tristan. Quelqu'un avec un vrai avenir. Quelqu'un qui ne t'obligerait pas à choisir entre ta famille et ton mariage. Quelqu'un qui ne te ferait pas honte. Margot s'est alors effondrée en larmes, de la façon dont les gens pleurent quand quelque chose à l'intérieur finit par se briser. Je suis resté immobile. Je savais que ce moment arrivait depuis 18 mois, mais savoir n'est pas la même chose que vivre. Voir ma fille mesurer ma valeur et me rejeter faisait plus mal que tout ce que ses parents avaient pu dire. J'avais aimé Margot sans condition à travers les années maigres et les victoires silencieuses, croyant que le respect naissait de la patience. J'avais avalé chaque affront de ses parents, chaque sourire qui pesait mon revenu avant mon caractère. Je pensais que le temps les adoucirait. Je pensais que ma fille voyait plus loin. À ce moment-là, j'ai compris à quel point l'argent réécrit une histoire. À quel point le confort se fait facilement passer pour de la sagesse. Il ne proposait pas un choix. Il m'effaçait. Et le plus cruel n'était pas le chèque. C'était de réaliser que l'amour mesuré en chiffres avait déjà été déclaré insuffisant. Cela semblait définitif, irréversible, comme un verdict rendu bien avant que j'entre dans la pièce. Puis j'ai ramassé le chèque et je l'ai examiné, les laissant croire que j'étais tenté. C'est généreux, ai-je dit calmement. Pierre a souri. J'ai posé le chèque et j'ai sorti mon téléphone. Avant de répondre, ai-je dit, je dois passer un coup de fil rapide. Pierre a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ton avocat vient faire là-dedans? Je l'ai regardé attentivement. Tout, ai-je dit. J'ai composé le numéro de Maître Deshaies, l'avocat qui gérait mes intérêts depuis 27 ans, et j'ai mis le haut-parleur. J'ai placé le téléphone au centre de la table à côté du chèque et j'ai attendu. Marc? A dit Deshaies calmement. J'attendais ton appel. Maître Deshaies, je dîne avec la famille Lefebvre. S'il vous plaît, expliquez la structure actuelle de l'actionnariat de Lefebvre Maritime et Logistique. Bien sûr, a-t-il répondu sans hésitation. La corporation Lefebvre Maritime et Logistique possède 100 millions d'actions en circulation. Le plus gros actionnaire est Brennan Holdings SAS, qui détient 47 millions d'actions, soit 47% de la société. Pierre a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé? Deshaies a continué, imperturbable. Le deuxième plus gros actionnaire est Pierre Lefebvre personnellement, détenant 18 millions d'actions, soit 18%. Les 35% restants sont répartis entre investisseurs institutionnels et privés. Le silence était total. Maître Deshaies, ai-je dit, à qui appartient Brennan Holdings? Brennan Holdings appartient entièrement à Mark Brennan. Elle a été établie il y a 27 ans en utilisant un héritage. Au cours de clôture d'aujourd'hui, la position dans Lefebvre Maritime est évaluée à environ 14,2 milliards d'euros. Le verre de vin de Béatrice a glissé de sa main et a roulé sur la table. Le téléphone d'Inès est tombé au sol. Pierre fixait le haut-parleur comme si la réalité avait basculé. C'est impossible, a-t-il chuchoté. Brennan Holdings sait. Je pensais que c'était un fonds institutionnel. C'est ce que tu as cru, ai-je dit. Tu n'as jamais posé de questions parce que l'argent arrivait toujours quand tu en avais besoin. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table jusqu'à lui faire face. Il y a 27 ans, ton entreprise s'effondrait. La crise du fret asiatique t'avait détruit. Aucune banque ne voulait te financer. Il a essayé de parler et a échoué. J'avais 26 ans. J'avais hérité de 500 000 euros de mon grand-père. J'ai étudié ton entreprise pendant des mois. Tes fondamentaux étaient solides. Tu avais juste besoin de capitaux. Ma voix restait calme. Alors, j'ai acheté discrètement via des entités que tu ne pouvais pas tracer. En 3 ans, j'en possédais 15%. Quand j'ai rencontré Margot, 31%. À notre mariage, 42%. Aujourd'hui, 47%. Chaque expansion que tu mets au crédit de ton leadership, les routes atlantiques, la modernisation des ports, le logiciel logistique qui t'a sauvé en 2015, tout a été financé avec mon capital. J'ai laissé les mots peser.
Tu travailles pour moi, Pierre. Tu ne le savais tout simplement pas. Puis je me suis tourné vers Inès. Elle était pétrifiée, le visage pâle, les larmes aux yeux. Inès, ai-je dit doucement, je voulais savoir si ma fille valorisait le caractère ou la richesse. Si tu m'aimais pour qui je suis ou pour ce que tu croyais qu'il me manquait. Ce soir, j'ai ma réponse. Ton poste chez Lefebvre Maritime est supprimé, avec effet immédiat. Il est peut-être temps que tu apprennes ce qu'exige une vraie carrière. Papa, a-t-elle chuchoté. Je ne savais pas. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Non. J'ai soulevé le chèque déchiré pour qu'il puisse le voir. Je n'ai jamais voulu ton argent, Pierre. Je voulais une famille. Je voulais aimer ta fille sans me soucier du statut ou de l'héritage. Mais tu n'as vu en moi que quelqu'un que tu croyais inférieur à toi. J'ai laissé tomber les morceaux du chèque sur la table. J'ai convoqué un conseil d'administration d'urgence pour lundi. L'ordre du jour est simple, un vote sur le PDG. Tu seras démis de tes fonctions et une direction professionnelle sera installée. C'est mon entreprise. A crié Pierre. Je l'ai bâtie. Non, ai-je dit calmement. Tu l'as menée au bord de la faillite. Je l'ai sauvée pendant que tu étais assis ici à essayer de m'acheter pour m'éloigner de ta fille. Je me suis tourné vers Margot, qui tremblait encore, les larmes coulant librement, et je lui ai tendu la main. Elle l'a prise sans hésitation. Nous avons de la route, ai-je dit doucement. Derrière nous, la famille Lefebvre restait assise au milieu des ruines de tout ce qu'ils croyaient posséder. Et pour la première fois en 23 ans, ils m'ont enfin vu clairement. Le trajet de retour vers Paris ne faisait que quelques kilomètres, pourtant c'était comme traverser deux mondes différents. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence, le domaine de Neuilly brillant derrière nous comme quelque chose d'irréel, mi-rêve, mi-cauchemar. La main de Margot tremblait dans la mienne, et je la tenais fermement comme si elle était la seule chose solide qui me restait. Les 10 premières minutes se sont écoulées sans un mot. J'ai conduit à travers les rues impeccables de Neuilly, puis sur le périphérique alors que Margot regardait les lumières floues de la ville défiler par la fenêtre. Enfin, a-t-elle murmuré. Depuis combien de temps préparais-tu cela? Je ne préparais pas une vengeance, ai-je dit, les yeux fixés sur la route. La regarder était trop difficile. J'ai investi dans l'entreprise des années avant de te rencontrer. C'était juste une bonne décision. Mais tu les as laissés te traiter comme ça, a-t-elle dit, la voix brisée. Pendant 23 ans. Pendant 18 mois, je les ai testés délibérément. Avant cela, j'espérais qu'ils m'accepteraient pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle dit en se tournant vers moi. N'importe quand. Aurais-tu cru que je ne t'avais épousé que pour toi? Pas pour ta famille ou l'accès au pouvoir? Elle est restée silencieuse un long moment. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Peut-être pas au début. J'avais besoin que tu saches que je t'avais choisi quand il n'y avait rien à gagner. Que je suis resté quand la logique disait que je ne devrais pas. Le silence est revenu. Et Inès? Sa voix a craqué. J'ai laissé tes parents l'empoisonner contre moi, ai-je dit. Je pensais que la patience lui apprendrait les vraies valeurs. Je me suis trompé. Les larmes sont venues pour nous deux. Je me suis garé sur le côté parce que la route disparaissait derrière le flou. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé une fois que nous avons pu respirer à nouveau. L'entreprise survivra. Pierre se verra peut-être proposer un rôle de consultant, mais le contrôle est terminé. Il s'adaptera ou s'en ira. Et nous? Je me suis enfin tourné vers elle. C'est ton choix. Elle a cherché ma main. Je te choisis. Je l'ai toujours fait. L'homme qui a partagé cet appartement avec moi pendant 23 ans. C'est lui que j'aime. Pas le milliardaire. L'homme qui faisait le café chaque matin et écoutait sans juger. 20 minutes plus tard, nous sommes arrivés devant notre immeuble. Après le domaine, le bâtiment semblait petit, ordinaire, parfait. À l'intérieur de notre appartement, entouré de 2 décennies de vie partagée, elle a demandé, et pour l'argent? Ta fondation, ai-je dit. Nous la ferons grandir ici. Nous gardons cet endroit. Je n'ai pas besoin d'un château. Lundi apporterait des conséquences. Mais cette nuit-là, dans notre calme foyer parisien,
nous étions plus riches que les Lefebvre ne l'avaient jamais été parce que nous avions toujours l'un l'autre, l'honnêteté et la vie que nous avions choisie ensemble. Malgré tout, le lundi matin est arrivé avec un ciel gris et le poids des conséquences. La salle du conseil au siège de Lefebvre Maritime était tout de verre et d'acier, un espace conçu pour intimider. Mais à 9 heures ce matin-là, alors que je prenais place en bout de table, le siège que Pierre occupait depuis 40 ans, je ne ressentais qu'une calme certitude sur ce qui devait arriver. La réunion d'urgence a duré 11 minutes. L'ordre du jour était simple, un vote sur le poste du PDG actuel. Le dossier commercial était clair, un actionnaire majoritaire exerçant son droit de restructurer la direction. Il y eut peu de discussions. C'étaient des professionnels qui comprenaient que les sentiments personnels n'avaient pas leur place dans le devoir fiduciaire. Le vote a été favorable à 78% pour le renvoi. Pierre était assis à l'autre bout de la table, diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'espace physique. Il n'a rien dit, ne s'est pas défendu, n'a pas argumenté, n'a même croisé le regard de personne. Quand le vote a été conclu et l'équipe de direction par intérim annoncée, il s'est simplement levé et est sorti. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais fatigué. Au cours des 2 jours suivants, mon téléphone a collecté 12 messages vocaux d'Inès. Je ne les ai pas écoutés. Le téléphone de Margot s'est allumé avec des SMS. « Maman, s'il te plaît. » Je ne comprenais pas. « Je suis désolé. Parle-moi. » Elle n'a pas répondu. Pas encore. Mardi soir, Inès avait apparemment réalisé que sans la connexion avec Lefebvre Maritime sur son CV, personne ne rappelait. Le marché du travail, semblait-il, avait une façon d'enseigner des leçons que 20 ans de privilèges avaient occultées. Béatrice a appelé Margot 17 fois entre lundi et mercredi. Mercredi matin, Margot a enfin répondu. « S'il te plaît », la voix de Béatrice est venue, brisée, rien à voir avec la froide matriarche mondaine qui avait suggéré de m'acheter. « Laisse-moi t'expliquer. Laisse-nous arranger ça. J'ai besoin de temps, maman, a dit doucement Margot avant de raccrocher. Cet après-midi-là, un coursier est arrivé à notre appartement. L'enveloppe était adressée d'une écriture soignée, celle de Béatrice que je reconnaissais après des années d'invitations formelles que nous recevions et auxquelles nous assistions rarement. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages manuscrite sur du papier à lettres crème. « Margot, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais j'ai besoin que tu saches que nous pensions te protéger. Nous avions tort. Tellement, terriblement tort. Ton père est dévasté. Pas pour l'entreprise, bien que cela fasse mal. Mais pour t'avoir perdu. Pour avoir découvert que le gendre qu'il méprisait est l'homme qui a sauvé tout ce qu'il a bâti. S'il te plaît, quand tu seras prête, pourrons-nous parler? Je te le promets, plus d'enveloppe. Plus de chèques. Juste une mère qui veut comprendre l'homme que sa fille a épousé. » Margot l'a lu 2 fois, puis me l'a montré. « Tu penses qu'ils sont sincères ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un long moment. Je pense qu'ils ont peur. Et parfois, la peur rend les gens honnêtes d'une manière que le confort ne pourrait jamais. Qu'est-ce que tu ferais? Je leur donnerais une chance, ai-je dit. Une seule, mais selon nos termes, dans notre appartement. Pas de démonstration de richesse ou de statut. S'ils peuvent nous accepter tels que nous sommes, alors il y a peut-être un espoir. Jeudi matin, Margot a envoyé un SMS. Dîner chez nous. Vendredi, 19 h. Pas de code vestimentaire, pas d'attente. Juste la famille. La réponse de Béatrice est arrivée en quelques secondes. Merci. Nous serons là. Vendredi, nous avons préparé des pâtes. Rien d'extraordinaire, juste le genre de repas que nous avions partagé 1000 fois en 23 ans. Pas de verre en cristal, pas d'assiette en porcelaine, aucune mise en scène. Quand la sonnette a retenti à 19 h, exactement une semaine après le dîner qui avait tout changé, j'ai pris la main de Margot et nous avons ouvert ensemble. Il se tenait sur le pas de notre porte, semblant plus petit, comme si la semaine passée les avait diminués d'une manière que la richesse ne pourrait jamais compenser. Pierre portait un jean et un pull bleu marine, pas de cravate, pas de costume sur mesure, pas d'armure d'autorité exécutive. Béatrice avait choisi un simple pantalon noir et un chemisier crème.
Son seul bijou était l'alliance que je voyais depuis 23 ans mais que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Pas de perles, pas de diamants, aucune mise en scène. Merci de nous recevoir, a dit doucement Pierre. Sa voix ne portait plus aucune de cette certitude imposante que j'avais entendue autour des tables de conseil d'administration et des dîners pendant plus de 2 décennies. Béatrice tenait une bouteille de vin, pas de leur collection privée, juste quelque chose d'une boutique locale. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'a offerte à Margot. « Entrez », a dit Margot en s'effaçant. Notre appartement n'avait jamais été conçu pour impressionner. 75 mètres carrés d'espace confortable et habité, avec des étagères remplies de livres tapissant les murs et des photographies documentant 23 ans de moments authentiques. Le salon s'ouvrait directement sur la cuisine. Pas de salle à manger séparée, pas de quartier pour le personnel, pas de marbre ni de cristal en vue. Le regard de Béatrice a parcouru l'espace lentement. Je l'ai regardé observer le canapé usé où Margot et moi avions passé d'innombrables soirées, la petite table où nous avions partagé des milliers de repas, les œuvres d'art simples que nous avions choisies ensemble. Cet endroit est charmant, a-t-elle dit enfin, et pour la première fois depuis que je la connaissais, sa voix ne contenait aucun jugement. On s'y sent chez soi. Margot avait fait des pâtes, rien de complexe, juste la recette de sauce tomate que sa grand-mère lui avait apprise des années avant que je ne la rencontre. L'odeur de l'ail et du basilic remplissait le petit appartement alors que nous nous asseyions à la table de la cuisine. 4 personnes dans un espace conçu pour l'intimité plutôt que pour l'apparat. Ça sent merveilleusement bon, a dit Pierre alors que Margot servait. Nous avons mangé dans un silence gêné pendant plusieurs minutes. Puis Pierre a posé sa fourchette. Marc, a-t-il commencé d'une voix prudente. Je te dois des excuses. Plusieurs excuses, en fait. J'ai attendu. Chaque dîner où je t'ai fait te sentir petit. Chaque commentaire sur ton travail, ta voiture, tes origines. Chaque fois que j'ai suggéré que tu n'étais pas assez bien, il s'est arrêté, la mâchoire contractée, et ce chèque. Te traiter comme si tu valais exactement 350 000 € et pas un centime de plus, alors que la vérité est que tu es l'homme qui a sauvé mon entreprise et qui aime ma fille avec une intégrité que je n'ai pas su reconnaître. Il s'est tourné vers Margot, et j'ai vu l'humidité gagner ses yeux. Margot, je suis désolé de n'avoir pas pu voir ce que tu voyais en Marc. Je suis désolé d'avoir valorisé la position sociale plus que ton bonheur. Tu as trouvé un homme qui t'aime pour exactement qui tu es. C'est ce que tout père devrait souhaiter. J'ai failli tout détruire à cause de mon propre orgueil. Béatrice a cherché la main de Margot, les larmes coulant librement maintenant. J'ai passé toute ma vie à te préparer pour un certain type de mariage, a-t-elle dit. Quand tu as choisi différemment, j'ai eu l'impression que tu rejetais tout ce que je t'avais appris. Mais tu ne rejetais rien, a-t-elle continué. Tu choisissais quelque chose de réel plutôt que quelque chose de creux. Et Inès. La voix de Béatrice s'est brisée. Nous avons empoisonné son esprit contre vous deux. C'est notre faute. J'ai posé ma propre fourchette, croisant le regard de Pierre. J'accepte vos excuses, ai-je dit calmement. Mais accepter ne veut pas dire oublier. Si nous devons reconstruire cela, il faut que ce soit réel. Plus de jugement basé sur les apparences. Plus de venin sur qui mérite qui. Et Inès, elle a 20 ans. Elle peut apprendre, mais elle doit s'excuser elle-même quand elle sera prête. Margot a serré la main de Béatrice. Je veux retrouver mes parents, a-t-elle dit doucement. Mais j'ai besoin que vous nous voyiez. Que vous nous voyiez vraiment. Marc-Enjean est toujours l'homme qui possède 14 milliards d'euros. C'est ça, la leçon. Pierre a hoché la tête lentement. Est-ce que je pourrais t'inviter à déjeuner un jour, Marc? Juste nous deux. Pour recommencer. Un déjeuner me semble une bonne idée, ai-je répondu. Inès a envoyé une lettre, a précisé Béatrice avec prudence. Mais elle n'est pas encore prête à vous affronter. Quand elle le sera, ai-je dit, nous serons là. Ce n'était pas encore le pardon total. Le pardon prendrait du temps. Mais c'était un début, et parfois un début suffit. 3 mois peuvent remodeler une famille, une entreprise et une compréhension tranquille de ce que signifie réellement la richesse. En février, l'action de Lefebvre Maritime a grimpé de 35% sous une direction professionnelle menée par un PDG que j'avais choisi non pour son pédigré, mais pour sa compétence prouvée.
L'entreprise que j'avais sauvée 27 ans plus tôt prospérait enfin exactement comme je l'avais toujours cru possible. Pierre ne travaillait plus que 2 jours par semaine, conseillant sur les comptes historiques et les relations institutionnelles. Surtout, il écoutait. Il écoutait les jeunes cadres avec des outils plus pointus et les spécialistes de la logistique qui comprenaient les chaînes d'approvisionnement modernes mieux qu'il ne l'avait jamais fait. Il a vendu sa Mercedes, a acheté une Toyota et semblait d'une certaine manière plus léger grâce à cela. La fondation de la famille Brennan a été lancée en janvier avec une dotation de 75 millions d'euros. Margot en est devenue la directrice, ne faisant plus de bénévolat pour la vision de quelqu'un d'autre, mais construisant la sienne. Des bourses pour des étudiants qui voulaient des diplômes de commerce mais manquaient d'argent. Des aides au logement, des formations professionnelles pour des personnes que la société avait déjà écartées. Les enfants dont personne n'attend la réussite, disait-elle en rédigeant la charte de mission. Ce sont ceux-là qui changeront tout. Toutes les 2 semaines, Pierre et Béatrice venaient dîner dans notre appartement. Parfois, ils cuisinaient. Béatrice a découvert qu'elle aimait ça quand aucun personnel ne regardait et qu'aucune mise en scène n'était requise. Il posait des questions sur les livres, pas sur les affaires. Béatrice faisait 15 heures de bénévolat par semaine à la fondation, utilisant ses relations sociales pour quelque chose qui comptait vraiment. Il y a 6 semaines, une lettre est arrivée, écrite de l'écriture prudente et incertaine d'Inès. « Papa, j'apprends enfin ce que tu as essayé de m'enseigner. Je suis désolé qu'il ait fallu 20 ans et tout perdre pour comprendre. » Elle avait pris un emploi de marketing débutant dans une petite start-up technologique. Rien de prestigieux, rien d'hérité. Elle louait un modeste studio à Ivry, payait ses propres factures et prenait le métro pour aller travailler comme tout le monde. Elle a rencontré Margot pour un café 2 fois, mais elle n'était pas encore prête à me voir. « Elle y arrive », m'a dit Margot. 20 ans d'empoisonnement, cela prend du temps à s'effacer, ai-je dit. Je peux attendre. Ce soir, après un autre dîner du vendredi, après que Pierre et Béatrice soient partis avec de vrais sourires et des promesses de revenir, Margot et moi nous tenions sur notre petit balcon surplombant Paris. Les lumières de la ville scintillaient sous nous, d'innombrables vies se déroulant dans des appartements semblables aux nôtres. « Est-ce que tu regrettes de les avoir laissés t'humilier pendant si longtemps ?» a-t-elle demandé. « Jamais, ai-je dit en la serrant plus fort contre moi. Parce que maintenant je sais que tes parents t'aiment plus que leur orgueil. Tu m'as choisi pour qui je suis, et je n'ai pas besoin de permission pour être moi-même. » Qui es-tu, Mark Brennan ? J'ai souri. Je suis un consultant en logistique de 53 ans. Je suis un investisseur milliardaire. Je suis ton mari. Et je suis l'homme qui a prouvé que les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont généralement celles que personne ne remarque. Elle m'a embrassé alors que la ville brillait en bas. Quelque part, Pierre réapprenait sa propre entreprise depuis la base. Quelque part, Béatrice planifiait sa prochaine rotation de bénévolat. Quelque part, Inès travaillait tard, construisant quelque chose de réel de ses propres mains. Ici, dans le modeste appartement que nous avons choisi exprès, nous étions riches de la seule façon qui importe. Cette enveloppe n'a pas tout changé. Le chèque non plus. Ce qui importait, c'était le moment où les gens révélaient qui ils étaient vraiment et ce que vous choisissiez de faire avec cette vérité. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'honnêteté. J'ai choisi de prouver qu'être sous-estimé peut être le plus grand des avantages. Quand personne ne s'attend à ce que vous gagnez, la victoire a un goût plus doux. Mon nom est Mark Brennan. C'est la preuve que le caractère compte plus que l'argent. L'amour compte plus que le statut. Et les plus grandes victoires sont celles que personne n'a vues venir. Restez humble, connaissez votre valeur et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit simplement parce qu'ils ne peuvent pas voir à quel point vous êtes réellement puissant. En regardant mon histoire, je réalise que la vie m'a donné 23 ans pour me préparer à un moment de 15 minutes. Certains appellent cela de la patience. Moi, j'appelle cela de la foi. La foi que la vérité finit toujours par éclater au moment parfait. N'attendez pas aussi longtemps que moi pour montrer votre valeur. On ne doit pas cacher sa lumière pour toujours. J'ai laissé ma famille subir 18 mois d'humiliation alors qu'une conversation honnête aurait pu l'éviter. C'était mon erreur. Voici ce que j'ai appris, nos talents ne sont pas là pour nous prouver aux autres, mais pour servir un but plus grand. Je pensais donner une leçon à Pierre et Béatrice. La vérité est qu'on m'enseignait une leçon sur l'orgueil, le pardon et le fait que la justice n'appartient qu'au temps.
Si vous êtes dans ma situation, sous-estimé, méprisé, portant un secret qui pourrait tout changer, demandez-vous, est-ce que j'attends le bon moment, ou est-ce que je nourris simplement mon propre ego?